Près de 2 ans et demi, c'est le temps qu'il a fallu à Apple pour mettre à jour son iMac. Pas de M2 au menu de la dernière évolution de l'ordinateur tout en un de la pomme, mais une puce M3 qui nous promet des performances en nette hausse, apte à faire tourner les jeux vidéo AAA. Alors, info ou intox, l'iMac est-il une super console de jeu? Au-delà, pour le boulot, où est passé l'iMac Pro et sa version grand écran? Quel modèle choisir? Faut-il lui préférer un Mac mini? Bref, est-ce une bonne affaire? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias RLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Vous en avez l'habitude que depuis maintenant, allez, presque 13 ans maintenant, avec comme chroniqueur en plateau cette semaine, Laurent Magic Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Là, vous êtes en train de nous écouter et Vous nous regardez? Ou de nous regarder, oui, parce qu'il y en a qui le font en courant. Et là, ceux qui sont en live, c'est-à-dire les membres du club dont tu vas parler juste après, Non. ils peuvent rien faire parce que eux, ils sont déjà abonnés. Mais les autres, si vous n'êtes pas abonnés, ce serait sympa, De nous si abonner. vous nous trouvez sympa, Ouais. de vous abonner parce que là, on est à 39 980. Donc, on va franchir les 40 000 dans cette émission. Donc voilà, vous pourriez potentiellement être le 40 000. Il n'y a pas de cadeau à gagner, si ce n'est le plaisir. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'adorent, je sais qu'il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui m'adorent, je sais truc, mais nous, Mais on non, on s'aime aime tout le bien, monde. on s'aime bien, nous tous Ouais, ensemble, je hein, trouve ça- Christophe. Donc l'idée, c'est, ça serait tellement gentil, voilà. Viens, Donc, tiens, je on clémente va- pas, On se fait un je bisou. je hier, supplie ça. pas. Ouais, viens, on se fait un bisou. Les Bastiers, les Non, Ajaxiens. un bisou aussi. Non, allez, je truc, mais bisous. Christophe, tu peux venir pour le bisou. Voilà, mais Christophe, voilà, quand tu veux. vous savez tout. C'est n'importe quoi. Et Cette ça va émission. changer la vie, vraiment? Qu'est-ce qui va se passer quand on aura passé le cap des 40 000, Stéphane Stéphane Zibi, j'ai oublié de vous Bonjour à merveilleux. toutes et à- Stéphane J'ai Zibi. coupé, tu peux continuer, j'avais juste ce petit message à Bonjour faire à passer. toutes et à tous. Ça va vraiment nous changer quelque chose? À 40 000, on va... Peut-être. ouais. Regarde, il y a quelqu'un qui a dit, Ouais. quoi, autant d'années pour avoir seulement 40 000? Ça a passablement énervé Christophe Degrave. Ah ben, monsieur Mais bon. Awesome, Christophe Underside de Grave. Bonjour, monsieur de Grave. Ça t'a énervé qu'on Salut ait les que amis. 40 000 abonnés? Salut les amis, oui ça m'a énervé. Bah, il faut leur dire qu'on en a beaucoup aussi sur Apple Podcasts et sur Spotify. C'est vrai. Oui, c'est Donc, vrai, mais en même temps donc on j'ai a- quand même demandé à la personne qui nous critiquait en fait et qui a 30 abonnés sur Twitter, 30 followers sur Twitter, Ce qui est beaucoup. où était l'adresse de sa chaîne YouTube, mais j'ai toujours pas de réponse. Oh, mais surtout qu'on a que... Voilà, on est C'est bon, Christophe. artisanat, nous on fait des émissions à la main, on la tanne, on les... Faut, voilà. faut Des pas heures de répondre. production. Et puis, tu le disais, mon cher Laurent, un salut particulier. Effectivement, aux membres du club ORLM, et non pas aux membres tout court. C'est la version premium. Si on est fatigué, hein, croyez-moi, à la fin de semaine de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible dès le jeudi soir à 24 h en direct. Et vous pouvez poser des questions en direct. Venir ici au village Bassia. Venir boire plein de tropicaux avec nous, voire plus si affinité. Hein Et oui, pour cela, il suffit juste de vous abonner à la chaîne YouTube ou en scannant le QR code, le magnifique QR code de notre ami Luc qui est apparu à l'écran. Comme chaque semaine dans notre émission, vous le savez, on vous propose un sondage et la question qui vous était posée cette semaine était: Apple a présenté son nouvel iMac M3, toujours en 24 pouces. Ce format est-il le bon selon vous? Voudriez-vous un second modèle d'iMac un peu plus grand? Et vous étiez une large, mais une très large majorité à répondre oui. Non, il faut un 27 pouces en plus, donc c'est 41,3%. Suivi, si je ne me trompe pas, d'un 32 pouces carrément. Et puis, vous êtes seulement 24% à dire que 24 pouces c'est bien. Et un 30 pouces, carrément 13%. Donc c'est... Oui, c'était Stéphane. En fait, ce sondage est là pour montrer quand même la relative déception de cet ordinateur, qu'en fait, ils auraient voulu autre chose. Et là, on matérialise par la taille, parce que c'est vrai que c'est La marquant. taille, c'est important. C'est important, je sais bien. Mais c'est vrai que ce modèle-là ne suscite pas un Ah, ça y enthousiasme. est, tu Oui, quittes bah voilà, l'émission t'as dit que t'es dès les 5 premières minutes. T'as dit que t'es fatigué, donc moi je vais droit au but. Alors, en tout cas, vous êtes un peu moins de 20% à vous satisfaire d'un iMac 24 pouces. Ou c'était donc un modèle un peu plus grand. Vous êtes pas mal à avoir réagi sur X au sujet de cet iMac. Bonjour la team, regardez notamment de Stéphane Becquet qui nous dit: l'iMac 27 pouces Pro tant attendu a-t-il été enterré au profit du duo Mac Mini, voire Studio ou plus Studio Display? On va essayer d'y répondre. Où est donc passé l'iMac Pro à grand écran? On va tenter d'être sur la piste de l'iMac grand format.
Et où est passé donc l'iMac Pro, les amis? Où est passé ce 27 pouces qui pourrait ressembler, regardez, à cette illustration, hein. C'est pas très compliqué à imaginer, hein. C'est une version sombre de l'iMac avec un écran plus grand. Alors, en matière d'ingénierie, c'est quand même pas très compliqué à imaginer. Et vous êtes très nombreux à vous interroger là-dessus. Mais pourquoi ils ont arrêté le 27 pouces, nous dit un tweetos. Regardez, c'est une catastrophe. Je suis Eri. Donc Eri, je présume que c'est responsable informatique dans une école d'art. Avec environ 240 Mac, on remplace tous nos 27 pouces par des Mac Studio avec écran Dell. Ça coûte une blinde. Et c'est le retour des câbles dans tous les sens. Et c'est Julien Pernet qui nous dit ça. Et je suis assez d'accord avec lui. Alors, messieurs, à votre avis, comment expliquer ce surplace d'Apple depuis 2 ans et demi? Elle aurait eu largement le temps de proposer un écran plus grand. Moi, j'en perds mon latin. Allez, un peu avec Laurent et Christophe qui n'avons pas pris la parole encore. Moi, je pense qu'Apple a un problème de positionnement de ses machines. Je le pense depuis plusieurs semaines, hein, plusieurs mois. Je pense qu'ils Ils ont... vantent le reflète, hein? Hein? Les ventes le reflètent. Ouais. Et les ventes le reflètent. Donc, alors, on va pas faire les vieux cons et de dire oui, Steve Jobs disait il y a les machines de bureau et les machines portables et le cadran magique où il y avait 4 cases seulement. Hein. Donc, tu avais l'iBook iMac pour la gamme grand public et puis le PowerBook et PowerMac pour la gamme professionnelle. Donc, sur le truc. Non, je vais pas aller jusque là parce que je pense qu'il y a des bonnes machines dans la gamme. Cependant, je trouve que c'est un peu compliqué, tu vois, entre le Mac Mini et le Mac Studio. En plus, ils ont un peu le terme qu'on utilise et qui ne plaît pas aux gens parce qu'ils ne supportent pas qu'on dise des mots anglais, mais que ce mot quand même qui est le form factor, comme disent les... Alors en français, ça existe, hein, c'est le facteur de forme, mais ça ne veut pas dire... Ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien. Bon. Mais donc, grosso modo, c'est la gueule de la bête. Grosso modo Grosso modo. Tu es en forme, toi, ce soir. Donc, non, mais le problème d'Apple, c'est qu'il leur manque des choses qui parlent aux utilisateurs. Et c'est 2 choses qui parlent aux utilisateurs. Oui. Dans les entreprises, les gens qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, qui ont besoin d'une machine pour travailler, mais qui veulent un écran, l'iMac, c'est la machine parfaite. Donc, l'iMac doit être une machine hybride. Elle doit être à la fois une machine de maison, facile à utiliser, mais doit aussi être une machine de bureau, plutôt pas mal. Et aujourd'hui, c'est pas avec un 17 pouces, tu vois, je veux dire, que tu vas le sortir. Alors, je sais, c'est pas un 17 pouces, mais c'est le 17 pouces de l'iMac G3 qui était en 15 pouces. Aujourd'hui, il y a un intérêt. Il y a un intérêt à avoir, selon moi, un 30 ou 32 pouces, même si c'est un truc dans lequel il y a tout dedans, hein, avec un clavier sans fil, qui serait génial. Et à moins que Christophe, tu veuilles rajouter quelque chose, mais brièvement, vas-y. Oui, brièvement, je pense tout simplement que cet écran, tu vois, c'était le premier pas à faire par rapport au positionnement que Apple veut donner pour l'iMac. L'iMac aujourd'hui, si tu vas voir sur le site internet d'Apple, on te parle de 2 choses. On te dit le navigateur le plus rapide du monde, on met en avant Safari et sur l'iMac. Donc voilà, et puis le gaming passe au niveau supérieur. Donc c'est vraiment les deux choses qui te mettent en avant. Et globalement, aujourd'hui, la cible pour l'iMac, c'est l'iMac pour la chambre des jeunes gens, globalement. Donc d'ailleurs, sur le site web de Apple, on y voit des jeunes regarder des films, des jeunes qui jouent, des jeunes qui écoutent de la musique, des jeunes qui font des devoirs sur l'iMac. Donc c'est vraiment l'iMac des jeunes à mettre dans la chambre des jeunes. Et puis deuxièmement, tu as la station multi-utilisateur pour le télétravail à la maison, où effectivement, là, tu vois que finalement, peut-être que tu n'as pas besoin d'un super grand écran quand tu es en télétravail. Tu regardes la télé, c'est un écran 24 pouces, toi. Tu regardes des vidéos, c'est un écran 24 pouces, toi. Mais quand tu es dans une chambre d'étudiants, les enfants, c'est le téléphone. Et 24 pouces, c'est même quasiment plus un standard de mon PC, mais on en reparlera. Et surtout qu'à surprise, Stéphane, je suis arrivé, Apple a communiqué sur le sujet. C'est rare qu'Apple communique. Ouais, c'est très rare que quand même, c'est ce qu'a affirmé la représentante des relations publiques d'Apple, donc Starlene Mesa, et à plusieurs médias. Donc maintenant, elle a été exilée en Alaska ou ailleurs. Hein. Ouais, je pense, oui. Et dont The Verge, donc le 6 novembre dernier. Donc, cependant, rien n'a été affirmé concernant les autres diagonales. Donc on parle fréquemment donc d'un 30 ou d'un 32. Donc elle a affirmé qu'il n'y aurait pas de 27 pouces. Voilà. Pour cela, il faut acheter un Mac Mini ou un Mac Studio avec un écran Apple Studio Display. Voilà, donc il n'y aura pas d'iMac 27 pouces. Il n'empêche, le talon d'Achille de cet ordinateur, à mon sens, demeure la taille de son écran. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. On passe d'une génération précédente Intel de 21,5 pouces en entrée de gamme à 27 pouces en haut de gamme à un unique 24 pouces.
Autant dire que si Apple souhaite convaincre les possesseurs d'iMac Intel de passer au M3, c'était le discours qu'ils ont martelé. Christophe, tu étais avec nous pour le live pendant de longues minutes, enfin 30 minutes, c'était express, excusez-moi, lors de la présentation de l'iMac M3 lors de l'Apple Event. Ils disaient, voilà, venez, c'est le moment de switcher, abandonner l'iMac Intel. Moi, si j'ai un iMac Intel 27 pouces, je ne passe pas à l'iMac M3 24 pouces. C'est un non-sens total. Et pourquoi s'énerver? Tout va bien. Pour moi, c'est simplement une régression. Voilà. Regardez cette question sur Twitter ou sur X. Pour des usages même perso en retouche photo, montage vidéo, 24 pouces, c'est un peu petit. Un 32 ou un 34 pourrait en plus transformer l'iMac en TV d'appoint. Et c'est notre ami Lénaïque Pierre. Oui. Ouais, là, tu vois, Olivier, je pense que ça répond un peu à la question. En fait, les usages qui vont être faits sur un 27 pouces, sur un écran plus grand, ça va être des usages qui requièrent un processeur légèrement supérieur au M3. On le verra tout à l'heure quand on parlera des jeux. Pour faire un 27 pour être en 27, tu as besoin d'un écran plus grand. Non, en fait, tu n'en as pas besoin pour utiliser Safari, mais tu en aurais besoin si tu voulais faire du jeu vidéo, de la retouche photo et ce genre de choses, en fait. Bon. Allez. Autre réaction sur Twitter, sur X. Le 24 pouces pour de la bureautique simple, mais suffit amplement. Mais pour jouer à 27, serait bien mieux, nous dit François SLN. Et c'est vrai que, Christophe, quand on regarde la taille des diagonales d'écran externes, ce qui est le plus populaire aujourd'hui en matière de vente, bien sûr, en dehors du 24 pouces, ce sont les 27 et les 32 pouces, et notamment pour jouer. Non, mais ce que fait Apple, c'est dire, ah mais attention, c'est un 24, mais c'est un 4,5K. Ouais. Et en fait, on s'en fout. Tu vois, il vaut mieux sortir un 27 4K, le public préfère. Oui. Moi, je suis content de mon 27 5K. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour le grand public, un 27 4K, il vaut mieux un 27 4K qu'un 24 4,5K. Alors Christophe, est-ce que tu ne crois pas que c'est illusoire de faire de l'iMac une super console de jeu avec un écran de ce format, Christophe? Disons qu'en fait, je pense que, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que s'il était accompagné d'un processeur M3 Pro, voire M3, enfin en tout cas des processeurs supérieurs de Apple en Apple Silicon, ça pourrait tenir la charge. Mais le truc, c'est que sur un écran de 27 pouces, tu as besoin quand même d'avoir une résolution qui soit confortable. Et dès que tu montes un petit peu dans les résolutions, mais j'en dis pas trop parce qu'on va parler tout à l'heure tu nous as préparé plein de tests. Dans pas très longtemps du jeu vidéo, mais on verra que rapidement ça peut s'écrouler en fait. Alors regardez également cette réaction sur X de Crampes Number 2. Bonjour la team, je pense que cet iMac est le dernier de la série, car ce format n'a pour moi plus de sens. Soit on prend un MacBook, soit on prend un mini studio où on conserve un écran pendant de longues années. Je ne comprends plus l'usage. Alias Crampes 2 et alias Ayrton. Autre réaction sur X, les ventes de MacBook représentent aujourd'hui 77% des ventes de Mac. Et cette part augmente, c'est une étude du CIRP qui le confirme. Comment expliquer cette prépondérance? Est-ce que la faiblesse de la gamme iMac est une conséquence de ce constat? Voilà une bonne question. Et dans quelle mesure ne pourrait-elle pas en être l'une des causes? C'est Benoît Rivière qui nous dit ça, alias Ben sur Paname. La question est excellente. Hein. Ah oui. La question est excellente. Je pense que la question, je pense que paradoxalement, je pense que c'est la double conjonction qui fait ça. C'est à la fois la conjonction du fait que les gens veulent de la puissance portable, donc tu vois qu'ils veulent quelque chose, et à défaut, si tu te dis je veux un confort à la maison, il faut que ce soit grand. Tu vois, et donc là du coup, finalement, tu as... tu parlais de mauvais positionnement, on est en plein dedans. Hein. Ouais, on a cette espèce de grand écart là. Merci Apple. Ouais. Alors, on s'est intéressé à cette étude de la CIRP, des ventes de Mac. C'est un institut de Consumer Intelligence Research Partner qui est un institut américain. Effectivement, dans ces études, lors du second trimestre 2023, Apple aurait fait 7,1 milliards de chiffre d'affaires, mais vous le savez que depuis quelques années, Apple n'affiche plus le nombre d'unités vendues. C'est vrai que ça fait peur de transparence, ça pourrait faire... Voilà, c'est pas trop dans l'air du temps en ce moment. Donc 7,1 milliards de chiffre d'affaires, on ne sait plus combien ça correspond de Mac vendus. Alors on a essayé de le faire de manière un petit peu empirique. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, d'après le CIRP, et je suis étonné qu'ils arrivent à avoir ces chiffres, le MacBook Pro représente 43% des ventes, le MacBook Air 34%, l'iMac 10% encore, ce qui n'est pas rien, le Mac Pro 9%. Alors, Mac Pro 9%. Non mais les gars, bon, écoutez, ça a l'air d'être quelque chose de fiable. Et donc, on cherche... Attends, remets le chiffre. Et c'est en dollars.
Ouais. Il est tellement cher que voilà. Ah, ouais, d'accord. Mais il faut en vendre quand même beaucoup. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut. Non, mais t'imagines, Oui, c'est pas faux. Tu as une machine d'un côté Donc, qui a en gros, 1000 et de l'autre côté qui a 6000. Tu as raison. Donc le MacBook Pro, c'est 43%, donc ça représenterait 3 milliards de dollars en chiffre d'affaires pour le second trimestre 2023. Le MacBook Air, 34%, ça représenterait 2,4 milliards de dollars. L'iMac, 10%, 0,7 milliards, 700 millions de dollars. Et le Mac Pro, 9%, à peu près 0,640 millions de dollars. Donc on a fait un calcul d'apothicaire, je veux bien le reconnaître, mais en prenant des Mac moyens à un prix de 2 000 €, d'accord, oui. On obtient... Tu es gentil avec 2000. Ouais, on est gentil. On aurait à peu près des scores de vente de Mac pour le trimestre. Ça ferait 358 400 unités d'iMac sur un trimestre, alors qu'il serait vendu en MacBook Pro, tout confondu, à peu près 1,5 million d'unités. Ouais. Donc on voit l'écart. Donc soit un iMac pour 4,3 MacBook. Donc on comprend qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence particulière à Apple à valoriser sa gamme desktop, Stéphane ou Christophe, parce que la garge, elle est ailleurs. Oui, c'est ça. Comme tu le disais, on est en pleine recherche aujourd'hui de la mobilité. Et ton premier ordinateur, avant ton premier ordinateur, c'était un ordinateur de bureau. C'était comme ça avant. Et aujourd'hui, ton premier ordinateur, si tu n'as le choix que de prendre un seul ordinateur, tu vas prendre un ordinateur portable parce que ça va être le plus pratique, que tu peux te balader à droite et à gauche, en vacances, partout avec. C'est en fait, je réfléchissais dans mon entourage proche. Ceux qui ont des iMac, c'est des iMac parfois qui remontent après 2012-2013, donc on les garde très longtemps. Un Mac Intel. Voilà. Et 27 pouces plutôt. Ils sont un peu plus grands en effet, c'est vrai. Donc là, ils ne vont pas passer au 24 pouces. Ben non, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc les gens, ils ont l'usage. Cet ordinateur dans une maison, en général, faisait office d'ordinateur un peu partagé. On pouvait... ordinateur familial. Familial, quoi. C'était pas un ordinateur personnel comme peut être plus un ordinateur portable. Jouer, on pourrait... Voilà, exactement. Un étudiant, c'est top. Voilà, donc ça, c'est le premier usage que j'ai vu dernièrement. Le deuxième usage, c'était quand je m'occupais d'école, pour faire joli, dans une salle, pour attirer pour les journées portes ouvertes, il y a eu 100 iMac qui ont été achetés de couleur rouge, parce que l'école est de couleur rouge, de design et tout. C'est vrai que c'était très joli, et comme c'est joli à 42... Juste pour faire joli. À 42, c'est des iMac. Ouais, mais c'est pas pour faire joli. Je sais, c'est pas pour faire joli. Mais tu as vu comme ça, c'est vrai que le côté un peu iconique de ces formes-là, et on les garde longtemps. Magnifique image. Là, tu as vu, c'est magnifique. Ça fait partie de la façon dont les gens viennent aussi dans ces écoles-là. Ces iMac. Et c'est vrai que ça a marché, que ce soit pour le 42 et pour l'école en question dont je parle. Ce qui est juste dingue, c'est qu'en gros, c'est le renouveau. Pourquoi on renouvellerait? Pourquoi on achèterait ça? Si ça tient longtemps et qu'on en est satisfait, si c'est seulement pour faire... Sauf si on veut faire des jeux, mais on en parlera. Bah voilà, on va parler. Mais non, mais je te dis franchement, je me pose encore la question. Hein. Ouais. Une réaction qui est pertinente, regardez sur Twitter, sur X, pardon, j'ai du mal. Hein. En SAV, on risque de... Ça reviendra à Twitter un jour. Ouais, tu crois On risque de casser, tu me diras, ça va être année de retour. Peut-être on va en parler tout à l'heure. En SAV, on risque de casser le 27 pouces. Apple n'a pas encore trouvé une solution ou n'est pas motivée. Et c'est Chavenet qui nous dit ça. Alors, pour ou contre pour le concept d'ordinateur tout en un, l'iMac M3, qui, vous avez bien compris, moi me tient à cœur, parce que c'est l'ADN du Mac. Gros plan sur le design de ce nouveau modèle. Alors, pour ou contre le tout en un... Oui Quoi de neuf côté design? Oui Pas de changement apparent avec l'iMac. Pour ou contre, je suis pour. Sur le concept, je trouve ça bien. Moi, je sais qu'avec mon frère, on a offert un iMac à mes parents il y a... tu vois, dans les modèles, le modèle qui est encore épais, hein, ils l'ont toujours, quoi. Bah, c'est ça. Et c'est une machine increvable. C'est une machine et tu les changerais? Mais non. Bah voilà. Mais non, c'est ça le problème. Sauf s'il y avait un 27. Mais bon. Même pas. Alors, pas de changement apparent avec l'iMac M1, si ce n'est même pas l'éventail de couleurs proposées, hein, Stéphane. Ils ont vraiment fait le service minimum. Elle est disponible toujours en cette couleur, bleu, vert, rose, argent. Et encore, c'est l'entrée de gamme. Hein, c'est l'entrée de gamme, voilà. Et après, donc bleu, vert, il y a le jaune, l'orange et le mauve qui vient se rajouter. Si on dépense quelques sous supplémentaires, ils nous font le même coup que pour le MacBook en noir, quoi. Donc, pas de changement côté style, Laurent. Il y a vraiment une volonté, hein, cette impression d'inscrire l'iMac dans une signature de marque. Ça va même plus loin que le Mac en général, que le MacBook Pro. On reconnaît du premier coup d'œil que c'est un iMac. Oui, c'est indéniable. C'est très beau. Je pense qu'ils veulent s'inspirer de l'automobile. Hein, et il y en a d'autres qui l'ont fait avant eux. Porsche avec la mythique 911, Volkswagen avec la Golf. Mitsubishi l'avait fait avec... voilà 900. Mais Mitsubishi l'avait fait avec la Colt. Ouais. La Colt, c'est une voiture où il y a je ne sais plus combien de versions. Il y avait, nous, en Europe, on n'avait connu que les dernières versions, mais il y en avait eu je ne sais pas combien avant, quoi. Et si on nous remet l'image, pardonnez-moi,
Porsche. de Porsche. On voit qu'en fait, il y a, de la première à la dernière, il y a la même filiation, mais à l'intérieur, sous le capot, c'est tout à fait différent. Donc, il y a Mais une volonté. c'est leur phrase, hein. Tout dans l'évolution, rien dans la révolution. C'est Ouais. pareil. Ouais. En termes de design, c'est ce qui te permet d'avoir un produit en fait qui tient la route sur plusieurs années. Chez Porsche, c'est ce qui te permet d'acheter une voiture très chère, mais qui 10 ans après, en fait, quelqu'un qui ne connaît pas forcément le monde Porsche va se dire oh, c'est une jolie Porsche quand même, mais ne sait pas la dater. C'est pareil. Et là, finalement, l'iMac, avec sa large bande sur la face avant, tu vois, qui est un peu la signature, qui était le cas des anciennes machines, et c'est toujours présent. Hein. Alors qu'elle ne sert à rien. Elle sert à rien, cette bande, surtout dans la façon qu'on a vu comment c'est fait, hein, comment c'est l'intérieur. Donc, tu vois, Les post-it. non, mais comme si tu vois, l'iMac Intel avait sa bande parce qu'il y avait une raison, il y avait besoin de place. Il y avait la carte mère, puis il y avait les ventilateurs, il y avait les disques durs, Là, il y tout a ça. la carte Oui, mère, les grands comme un ouais, iPhone. la carte mère, c'est la taille d'un paquet de cigarettes. Hein. Bah ouais, je ne fume plus, moi. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a carrément plus le logo hein, sur la face avant. Donc c'est vraiment, Il est derrière. il est derrière, mais ça montre vraiment que, bah oui, mais généralement, la machine est contre un mur la plupart du temps. Donc derrière, ouais, Pas toujours. je crois que... Donc ça montre que l'iMac est vraiment devenu, la ligne de l'iMac, une signature. Alors, vous êtes nombreux à avoir réagi sur les couleurs et sur le cadre blanc qui ne fait pas l'unanimité. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce cadre blanc sur les bordures de l'écran. En fait, on est en train de répéter exactement la même chose que ce qu'on a dit il y a 2 ans quand il est sorti. Donc en fait, si tu veux, c'est marrant parce que c'est logique, hein, c'est la même machine. Mais alors, moi, ce qui m'a surpris déjà, c'est que le cadre blanc, c'est particulier en matière de reflets, etc. hein. D'habitude, on nous met plutôt un cadre sombre pour nous immerger dans l'image, Christophe ou Stéphane. Et puis, on voit toi qui es un gamer, on voit énormément de machines qui ont des bords affinés. Alors, c'est un bord beaucoup plus affiné que les iMac de l'ancienne génération, où tu avais carrément 2-3 cm autour de l'écran. Mais dans le monde PC, ou même sur l'iPhone, il n'y a plus de bordure. Regardez, avant-après. Non, ça, et effectivement, c'est très particulier d'avoir quand même utilisé du blanc, parce que le noir, effectivement, met en évidence les couleurs, ça fait ressortir les couleurs, donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la photographie ou de la vidéo. Et le fait d'utiliser le blanc, quelque part, en fait, effectivement, on voyait les anciens iMac, ça rappelle directement les anciens iMac. Ouais, et puis, deuxièmement, ça crée aussi un effet de style. Vous vous souvenez, hein, ces fameuses pubs avec pour les iPods, etc., en fait, avec les câbles blancs qui passaient devant les silhouettes, c'est un peu pareil. J'ai l'impression, en fait, ils utilisent le blanc vraiment pour faire en sorte que tu aies ce cadre qui soit hyper reconnaissable. Alors, Stéphane, on le disait déjà il y a 2 ans, avec l'arrivée de l'iMac Emma, qui nous a fait très plaisir parce que le design avait très peu évolué au fil des années. Ce qui est vraiment surprenant quand on découvre cette machine, c'est son extrême finesse. Hein. Oui, Olivier. Donc la taille, c'est 11,5 mm. C'est aussi fin qu'un MacBook Pro 14 pouces. On peut parler aussi du clavier si tu veux, même un peu après, si tu en as. Non, mais parle du clavier parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Non, parce que oui, au moins le clavier et le souris sont assortis de la même couleur que le châssis de l'ordinateur, comme le premier iMac en 1998. C'est vrai. Je n'avais pas relevé ce point, mais c'est toujours Parle-nous un peu de Touch ID sur le clavier, Stéphane. Il n'y a pas de Touch ID en entrée de gamme. Mais l'entrée de gamme est dure. Hein. Il y a moins de couleurs. Non, mais surtout, on est en Lightning. En Lightning. C'est-à-dire Lightning, normalement, ils ne sont pas contrevenants par rapport à la loi. Non, parce que c'est pas pour les charger. Donc, si, c'est pour les charger. Si, c'est pour les charger, c'est pourquoi je comprends plus rien. Je donne juste. Pourquoi Je donne juste. L'entrée de gamme, tu n'as pas le Touch ID. Une amende. Il n'y a pas le Touch ID, tu n'as pas toutes les couleurs, et tu n'as pas l'Ethernet sur la prise non, mais attends, là, on va commencer à charger. On va le voir dans un instant. Effectivement, mais Aurélien, dans les commentaires, nous dit que par rapport à la pomme de tout à l'heure, on parlait de la pomme. Et en fait, il a noté mon super autocollant Apple officiel sur mon ordi, donc vendu. Tu n'as pas. Et mais il faisait une remarque que sa femme, son ordi, donc qui accueille des clients, les clients voient la pomme de l'autre côté. Tu vois, parce qu'elle a l'écran. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que d'habitude, on cache un écran. C'est moche côté dos, pas chez Apple. Alors, tu parlais de la connectique, mon cher Laurent. C'est vrai qu'il y a un travail qui a été fait en matière de finesse. On te rappelle, on s'est posé la question de la prise parce que vu la taille de l'épaisseur du boîtier, rien que la prise qui rentre dedans, c'est presque l'épaisseur. Donc il y a un travail qui a été génial. Et donc ils ont déporté l'Ethernet sur le connecteur, sur le chargeur en fait, qui est déporté lui aussi. On a dans les commentaires quelqu'un qui nous disait que le chargeur était un problème. Un ordinateur comme ça, c'est vachement bien quand l'alimentation en 220 arrive directement, surtout dans les écoles, parce qu'un chargeur déporté, tu as envie pour faire chier, pour truc de le voler, quoi.
Voler ou taper dedans. Ouais, donc ça. D'un côté, pour la réparation, c'est plus facile. Hein. Oui, c'est sûr. Mais sachant que c'était un des points faibles des iMac. Hein. C'était souvent l'alimentation qui grillait. Voilà. Donc voilà. Et c'est marrant parce qu'ils ont conçu. Alors, vraiment, je ne sais pas si tu as vu, Christophe, en matière d'ingénierie, ça s'est bien foutu. Ils ont fait un MagSafe sur mesure pour le connecteur de courant parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre la prise standard électrique. Il n'est pas assez épais, l'engin. Voilà, on le voit là. Ça ne dérange personne que Laurent vienne de dire en fait qu'il avait envie de voler les chargeurs. Non, ça c'est les Bastiais. Ce sont les commentaires. C'est les Bastiais, ça, monsieur. Non, ce sont les commentaires de nos abonnés membres du club qui accèdent à l'émission un jour avant en live. Et donc quelqu'un m'a noté ce point que je trouvais pertinent. Ouais, on a vu, vous avez vu, l'élément est très fort du MagSafe. Hein. Oui. En clair, si vous prenez le pied dans l'alimentation électrique, l'écran viendra... Arrête de nous emmerder, s'il te plaît. Oh. Alors toi qui n'as pas arrêté de tester, Christophe, ne laisse pas... T'as vu c'est la sortie du film Napoléon, c'est ce qu'on a fait en Belgique. Hein. Bon bref, Christophe, toi qui a testé les jeux dans tous les sens, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la techno de l'écran et sur son rendu en général? Oui, donc l'écran est un écran effectivement 4,5K, donc c'est une résolution de 4480 x 2520 en 60 Hz. Ce qui est déjà, on va voir, on le verra au moment des essais des jeux vidéo, c'est déjà un peu haut pour le M3, simple. Ouais, d'accord. On le verra en fait. C'est bizarre ce format 4,5K, j'ai du mal à... Oui, c'est un peu particulier. Maintenant, ça en fait un très bel écran en termes de... Pourquoi pas 5K? Non, 4,5. Bon, merci Apple. Ça en fait un très bel écran en termes de... Ça en fait un très bel écran en termes de résolution malgré tout. Par contre, on n'a pas de mini LED, on n'a pas de promotion, on n'a pas ce genre de choses. Mais par contre, effectivement, le rendu est quand même au top, hein, comme toujours chez Apple, franchement. La calibration est toujours... la calibration est toujours au top sur les ordinateurs de Apple. La dalle est brillante et effectivement ici c'est clairement pas une dalle qu'on va forcément utiliser pour travailler des photos. En tout cas quand on est un vrai photographe, on va plutôt préférer avoir des filtres mat sur l'écran pour éviter tout ce qui est reflet, etc. Mais bon, malgré tout en fait il y a un filtre anti-reflet qui limite quand même les dégâts. Donc on peut l'avoir dans une cuisine, posé dans une cuisine avec quand même malgré tout une fenêtre à côté. Ça ne dérange pas trop son usage. Elle est super flatteuse en fait, hein, malgré tout. Comme pour tous les ordinateurs de chez Apple, les dalles sont quand même très 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 jolies. Laurent, toi, c'est pas l'image que tu préfères? Non, ce qui est marrant, c'est que malgré la petitesse, l'épaisseur vraiment réduite, dans le châssis, il y a 6 haut-parleurs. Ça va. Ouais, et surtout, c'est fait pour que le son ricoche sur le bureau. Et donc, en fait, ça donne une espèce de spatialisation qui est pas mal. Attention, c'est une machine qui fait, on a dit, 1 cm d'épaisseur. Donc, tu vois, il ne faut pas non plus. Ouais. Mais il y a un bel équilibre, il y a un peu de basse, c'est assez puissant. Non, c'est vraiment et c'est marrant parce que... Regardez les films, c'est très sympa. Ils ont gardé la prise jack. Ouais, mais ils l'ont mis sur le côté, forcément, parce qu'ils n'ont pas mis au dos, mais ils l'ont mis sur le côté. Tu es obligé parce que sinon elle ne rentrerait pas. Ouais. Alors, une nouveauté cette année, tu as vu? Oui. C'est bouleversant. Dis-le. La prise jack. Tu veux pas dire qu'elle prend en charge des casques à écouteurs à haute impédance? Exactement. Ouais. C'est important. Ah, vas-y. C'est important parce qu'elle est là, Christophe. Bon. Cette fameuse prise, elle a été revue entièrement. Elle est donc en fait l'iMac est maintenant muni d'un DAC, donc pour à 96 pardon. Non mais monsieur, non c'est pas possible. Non, c'est carton jaune. Non, hein, carton jaune, on a dit. Les 8, non. Octante. Vas-y. C'est fini, ouais. Et donc, effectivement, cette connectique jack a la possibilité de gérer en fait, les basses et hautes impédances, en fait, donc, qui sont habituellement entre 50 et 250 ohms pour les casques les plus professionnels. La haute impédance, c'est pour les casques tout simplement qu'on appelle home studio ou bien vraiment studio, donc c'est vraiment des casques qui vont vers l'audiophile ou bien vraiment les personnes qui font du son comme notre ingé son. C'est vraiment le genre de choses, en fait, le genre de casque que la personne va utiliser, et à savoir en fait que sur ce jack il y a 2 modes qui sont automatiquement détectés par l'ordinateur. Le premier mode qui est en dessous de 150 ohms
et le second qui est au-dessus de 150 à 1000 ohms, et il détecte quel type de casque est connecté, et ça permet d'avoir une haute impédance ou une basse impédance en fonction de ce qu'on a comme casque. Voilà, qui est pointu, voilà, qui est précis. Bravo, Christophe Degrave. Il y en a Un qui mot pour la travaillent. webcam qui trône au sommet de l'écran. Super, on a une webcam 4K. Pardon. 1080p. Non, mais il dit n'importe quoi. Non, mais il a fait exprès. Mais oui. Il adopte la résolution 1080p. Alors regardez, on a fait quelques tests, parce qu'on est consciencieux, on refait le Mac, même si Didier, en ce moment, est tout le temps en vacances. Non, il est occupé à d'autres choses. Alors on a mis notre petit Thibaut, notre petit stagiaire du moment, committee manager. Et il y a Monsieur Bizarre qui est passé derrière, Ah ouais. regardez. De Avec profil, une il est cravate. beau, hein. Regardez à Du gauche. profil, on ne voit pas qu'il est gros, en fait. Non, c'est vrai. Non, il a un corps. Ah, c'est incroyable. Regardez à gauche, vous avez la cam d'un iMac Intel. Non, c'est lequel? J'arrive pas à lire d'ici. À gauche, À c'est la gauche, webcam la M3. Voilà, et à droite, c'est c'est Mac la- Intel. Eh ben, Donc, on voit bien que l'éclairage du visage est bien meilleur sur la nouvelle caméra. Au-delà, Encore heureux. l'image est beaucoup plus équilibrée. Quoi. On a plus de piquets. Ouais, Donc, ouais. il y a la Et par caméra. contre, est très vu, Non, en fait, elle est zoomée en plus. En plus, Parce que l'autre, elle a beaucoup plus grand angle. Regarde, tu vois quasiment tout le bureau. Ce que je n'ai pas eu le temps de regarder, c'est si ça faisait la fonction cadre centré. Tu as le temps de regarder vite fait, Christophe, iMac cadre centré? Non, ça, je n'ai pas regardé cette fonctionnalité-là. Mais je pense pas qu'elle y ait, je pense pas qu'elle y ait, mais voilà. Eh ben, dites-nous en commentaire si elle existe, cette Bravo. fonctionnalité. Cadre centré ou pas. Alors, donc tu disais, le modèle entrée de gamme est décevant en matière de connectique. ça. On peut dire que c'est carrément la déception. C'est radin, quoi. Ouais, c'est radin. C'est 2 ports Thunderbolt 3 USB 4 sur la version de base. Tu vois, Oh, les donc- deux aigris, hein, c'est pas possible. Ouais, ouais. Non, mais Non, mais attends, Ce que je on veux dire, c'est- est raisonnable. Non, on aurait pu mettre une petite carte SD, un petit port pas de lecteur Ethernet. de SD, pas d'Ethernet. Seule la prise jack sur le bord est présente sur tous les modèles, comme on l'a dit. Allez, voilà pour un premier tour d'horizon de l'iMac M3. Nous allons nous intéresser à présent à ceux qui se trouvent sous le capot. Mais d'abord, place au busomètre. Nouveau, la boutique ORLM s'est ouverte sur notre chaîne YouTube, où en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris, entre autres, aux couleurs d'ORLM, dont certains sont des tirages limités dans le temps. Et puis allez voir les nouvelles les productions de notre ami Christophe Degrave aux couleurs d'Orofé la Pop. Elles sont de toute beauté. Et puis je pense qu'il faut qu'on fasse des promos là pour les fêtes de Noël. Vous verrez, on va casser les prix. Pour le Black Friday. Oui, il faut qu'on se dépêche. Ça, c'est fini au moment où vous regardez l'émission. Mais c'est Ah pas- ouais c'est- oui, on a un investissement. Ah On va casser les prix. Ne vous inquiétez pas. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Main Forever et sur la planète Apple. Et en l'absence de Didier Policanis cette semaine, c'est notre ami Laurent Brantanage qui est mort de trac, vous pensez, pour nous lister les 5 infos aux rumeurs. Laurent, de quoi a-t-on parlé cette semaine? Alors, ceux qui ont fait un long week-end, qui ont dormi entre vendredi et Ils reviennent mardi du Alaska. Martin, ils ont loupé la saga high-tech de l'année, voire de la décennie. Ah ouais. Non, mais non, mais ce qui s'est passé, c'est quand même incroyable. Donc, en fait, Raconte. tout le monde. Je te ferai ma petite lecture façon Apple. Ouais, vite, Derrière. allez. Donc, rapidement, on a Sam Altman qui organise, Qui est qui est donc le patron de Si. OpenAI. et l'un et des donc qui a cofondateurs organisé de donc, ChatGPT. le fameux ChatGPT, Voilà. qui a organisé un événement il y a quelques jours sur l'avenir de ChatGPT, Keynote. une sorte de keynote dans lequel Pour les développeurs. pour les développeurs, avec un petit jeu avec Satya Nadella, qui est le patron de Microsoft, comme quoi ils étaient très de la proches, musique. comme on s'aime et tout. C'est très beau ce qu'on a fait ensemble, sachant que Microsoft est actionnaire d'OpenAI, mais on a découvert qu'il y avait une construction, une imbrication d'entreprise et que Microsoft n'était que en bas. Et donc, en fait, il a été viré. En infrastructure, il donne beaucoup. Oui, donc il a été viré. Ok, on l'a appelé en lui disant il faut que tu sois dans un Meet. Quand il est rentré dans le Meet, il a appris qu'il était viré. Sur ce, Dans le quoi? c'est dans un Google Meet. Et donc Voilà, tout dans un le monde Google a Meet. critiqué. On dit quoi? Avec les milliards que Microsoft a mis, c'est même pas un Microsoft Teams. Donc il a été c'était un viré en Google Meet. visio. Ça Il a va. été viré en visio. Donc en fait, son bras droit, le CEO, a dit que lui aussi, il partirait. Démissionnaire, le Il y patron a du board 770 aussi, employés qui ont menacé de le suivre. sur 900, en gros, c'est ça? Ouais, donc du coup, c'est le panique à bord. Ils ont nommé une fille qui est brillante au demeurant. Cofondatrice. Qui, hein? Cofondatrice aussi, je crois. Ouais, Mina, je ne sais plus comment elle s'appelle. Le Qui, papa. en fait, on a réalisé qu'elle était team Sam Altman. Donc du coup, on a dit, mais mince, on va pas prendre quelqu'un à Team Talent. Donc on a nommé un autre gars. Donc elle est restée 24 heures. Elle a vraiment pas été. Donc ils ont nommé un autre gars qui est resté 72 heures.
Sam Altman est revenu. Il est revenu en disant avec un badge de stagiaire, en montrant que finalement, il a dit c'est la première et la dernière fois que je rentrerai là-dessus. Au final, Microsoft est arrivé en disant on rembauche Sam et tous ceux qui veulent venir, mais dans le même temps. Microsoft, qui est aussi un actionnaire, mais dans le même temps, Google et Salesforce avaient lancé une campagne pour essayer de capter le maximum d'employés partants. Et finalement, Sam est revenu CEO encore plus fort. A priori, ça ne devrait pas trop bouger, mais on apprend plein de choses de ce qui s'est passé derrière. Une des raisons qui aurait fait cette saga, qui aurait fait ce truc, c'est que certains employés, il faut se rappeler que OpenAI au départ était une société à but non lucratif. Et donc, une association. Une sorte de fondation même. Et certains auraient pris peur de deux choses. La première, c'est du côté commercial que Sam Altman et Greg Hoffman ont donné à l'entreprise. Et d'autres disent qu'en fait, ils ont découvert un truc dans l'IA, j'ai lu le nom tout à l'heure, et je me souviens plus, qui fait que potentiellement, ils avaient très peur que si on donne une dimension trop forte, trop commerciale, ça puisse casser le monde. Donc voilà. Terminator sort de ce corps. En fait, c'est si vous, comme vous êtes des historiens d'Apple parfaits, souvenez-vous comment Steve Jobs s'est fait dégager de. Oui, mais sauf que ça. J'étais très jeune, mais je m'en souviens. Non, mais ça a pris 12 ans. Ça a pris 12 ans, mais là, on est là. On est à l'ère TikTok, ça prend un jour. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Putain, salopard. Et donc, allez, on passe au deuxième point. Vous ne voulez pas faire réagir Christophe ? Christophe, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ce qui m'étonne, c'est que. J'ai adoré. C'est ce que disait Laurent, c'est que, évidemment, quand on sait que Sam Altman vient sur le marché, Google, et j'ai halluciné du tweet, si je peux juste terminer ma phrase, merci, du tweet du patron de Salesforce qui appelle du pied les salariés de ChatGPT à aller chez Salesforce. Tout le monde s'est jeté là-dessus, tout le monde sauf Apple, pas un mot, rien. Moi, ça va sur le marché, j'embauche de suite. Apple, laisse parler Christophe. Attends, juste un truc marrant dans les tweets. Tous les tweets de Sam Altman commençaient par I love you all. Et en fait, c'est les initiales, ça fait Ilya, qui était quand même le cofondateur qui lui a planté un couteau dans le dos. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a eu une petite histoire d'amour dans le week-end, dans les échanges. La question, c'est pourquoi Apple n'a pas dégainé de toi. Pourquoi tu est très discret sur ce qu'ils font autour de l'IA. Apple ne prendra jamais parti sur ce genre de choses pour la bonne et simple raison qu'ils sont sans doute occupés à développer de l'IA et que aller vers ce type de personnes, en fait, c'est valider le fait qu'ils sont en train de développer quelque chose de nouveau. Donc ça s'est passé exactement de la même façon en fait avec Metaio, vous vous souvenez, pour la partie réalité augmentée. Tout le monde était en train de s'agiter autour de la réalité augmentée. On était tous en train de se demander ce qu'allait faire Apple. Apple était en train d'acheter Metaio pendant ce temps-là. Et effectivement, il n'y avait pas un mot. Et ce sera pareil ici. En fait, vous allez voir qu'avec Apple Vision Pro, ils vont sortir un nouveau Siri en 3D, machin, etc. Et qui va être sans doute une image générative. Et ça va débarquer. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y avait aucune raison qu'ils aillent vers ça. Quand tu écoutes l'oracle du web des rumeurs Apple, à savoir Mark Gurman, quand ChatGPT est sorti l'année dernière, ça a fait beaucoup de bruit au sein d'Apple et beaucoup de voix se sont levées en disant mais pourquoi on a laissé faire et pourquoi on n'y est pas. Et apparemment, Tim Cook aurait tapé du poing sur la table pour rattraper le retard. Mais ils ont un an et demi de retard. Ça ne se creuse pas comme ça, même avec des milliards. On le voit avec Microsoft ou encore avec Google. Et Microsoft qui a préféré investir. Pas la même chose. Arrêtez, vous me rendez fou à chaque fois que vous parlez de ça. Ils n'offrent pas la même chose. Microsoft offre de l'IA, Google offre de l'IA, Facebook offre de l'IA. Apple n'offre pas de l'IA, ils ne te vendent pas de l'IA, ils te vendent des machines. Il y a de l'IA partout dans leurs produits. Mais ils le mettent, il y a plein d'IA dans leurs produits. Mais elle est merdique, leur IA, je suis désolé. Mais arrête, toi tu vas encore me parler de Siri. Arrête. Non, pas leur IA est exceptionnelle. Leur IA est exceptionnelle, la reconnaissance dans les trucs, le classement des photos, l'amélioration des images. C'est exceptionnel, le classement des photos. Putain, merci Sadatman. Non, mais c'est vrai que Oli, c'est vrai que je suis d'accord avec Laurent parce que effectivement, il y a de l'intelligence artificielle partout. Elle est dans les produits Apple. Elle est discrète parce que chez Apple, ce sont les usages. C'est la technologie qui s'est faite devant les usages. Et effectivement, l'IA, c'est pas juste un robot conversationnel comme Siri, mais n'empêche que je suis à peu près sûr, très franchement, qu'ils vont arriver avec un assistant. Qui viendra prendre la place de Siri. Ils n'ont pas le choix. Aujourd'hui, Siri, c'est juste pas possible. Allez, le futur d'Apple, on en parle encore.
Ouais, donc on attend, on attend tous deux choses. Soit que Apple reste dans son précaré et maintienne les bulles bleues, c'est-à-dire cachez-moi cette bulle verte que je ne saurais voir, c'est-à-dire Android. Pour les SMS. Pour les SMS, Ou les MSS. soit qu'il y ait l'interopérabilité. Et donc, depuis des années, et on le sait, hein, ça a été documenté, Apple a toujours bloqué le fait de s'ouvrir. Et Google fait carrément a fait des pubs sur des 4x3, l'équivalent des billboards américains, dans la presse américaine et surtout dans la presse européenne, pour essayer que l'Europe torde le bras à Apple et fasse que Apple accepte une norme d'interopérabilité des SMS qui s'appelle RCS. Et là, sorti de nulle part, on apprend, alors qu'on était tous en disant, mais c'était le grand bras d'honneur de la part d'Apple, hein, c'est-à-dire on va jamais faire du RCS, quoi. Et on apprend qu'Apple basculerait sur RCS. Alors attention. Les bruits commencent à dire oui, c'est pas parce oui, mais à la Apple, c'est pas parce qu'ils embrassent au sens américain du terme RCS que les bulles seront pas bleues de leur côté et que celles d'Android ne seront pas vertes. Donc on attend de voir, mais il se pourrait que Apple finalement accepte. Mon analyse, hein, et je suis pas dans le sein des saints, je pense qu'Apple a très très peur que finalement il se fasse imposer ça. Tout comme il y avait l'histoire de la prise USB-C. En matière de réglementation. Et donc, en fait, je pense que lentement, ils disent on va y aller, ça leur évite une sorte de procès, tu vois, de mauvaises intentions. Et de toute manière, c'est le sens de l'histoire d'y aller, quoi. Mais ils vont le faire à la façon Apple. Et je pense qu'on va avoir des surprises. Il y aura quand même une version. La version Apple sera meilleure pour l'environnement et l'écosystème Apple. Et donc, éventuellement, on enverra des messages avec Android. On enchaîne avec le Vision Pro, on a des nouvelles? Eh bien, on l'attend tous. Hein, donc, chaque jour qui passe... Moi, j'économise, parce qu'il va falloir quelques années pour l'amortir. Chaque jour qui passe nous approche un peu plus du Vision Pro. Un peu plus tard. Voilà. Donc, chaque jour qui passe nous approche un peu plus tard du Vision Pro. Donc, en fait, c'est Mark Gurman qui a sorti une info en disant... Une rumeur, mais en disant... Oui, une rumeur. En disant, on avait dit que ça serait début 2024. 40 ans du Mac. 40 ans du Mac, ce serait pas mal pour le futur de l'ordinateur. 2024, ça reste le début. Non, c'est le premier trimestre, oui, c'est sûr. Oui, ça reste le début 2024. Hein. Tu vois, c'est pas septembre. Donc, il y aurait un faisceau d'indices qui nous pousserait à penser que cela pourrait être mars 2024. Pourquoi mars, Stéphane, selon toi ils sont largués, les éditeurs. Il n'y a pas assez d'écosystème. Non, mais là, les gens, ils n'arrivent pas à se projeter. Bah oui. Donc, les développeurs ont besoin de plus de temps. Là, bah oui, c'est sûr. Là, je peux te le confirmer, ça. On enchaîne avec l'Apple TV. L'Apple TV, le produit quand même, c'est comment il a dit Steve Jobs, un produit on s'amuse, un produit de niche, c'est un jeu. C'est un hobby. Et donc finalement, il y en a quand même pas mal dans pas mal. Pas confondre avec Hobbit Bilbolo. Et donc. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'Apple TV alors? En fait, il y aurait une mise à jour en 2024, donc avec pas mal de choses. Nouvelle puce, certainement liée au fait que Apple peut prendre des parts de marché dans le jeu, donc on imagine qu'elle sera plus performante pour accepter du jeu. Ça serait peut-être la première vraie console moderne, après la Pinpin, la première vraie console moderne de jeu d'Apple. On dit ça à chaque version d'Apple TV. Mais bon, la dernière mise à jour, c'est novembre 2022, c'est il y a plus d'un an. Hein. Ouais, mais c'est pas... Et puis il resterait au catalogue et le prix resterait peut-être même sur baisse de prix, même sur les $100, j'ai du mal à y croire. Même facteur de forme, elle garderait la même... Oui, elle serait un peu moins épaisse. Dernière info concernant notre préféré CEO, à savoir Tim Cook, bien sûr. Alors, Tim Cook, en fait, les diamants ne sont pas éternels, et certainement Tim Cook aussi. Donc, à un moment donné... Diamonds are not forever. Diamonds are forever. Yeah. Et donc, certainement qu'à un moment donné, il va prendre sa retraite. Beaucoup il est plus tout. Hein. Ouais, mais il n'est pas si vieux que ça, il a que 64 ans. Hein. Ouais, quand même. Non, mais... moi, j'ai un nom. Là, il a l'âge de la retraite. Alors, attends, je vais le dire, mais juste. Le problème, c'est que dans la succession, il y a tous les VP d'Apple qui sont là, les acérés. Celui qui est pressenti. Christophe de Grève est candidat. C'est Jeff Williams, qui est mini-team, qui est d'ailleurs même physiquement, des fois. Il a même âge. Mais il a 60 ans, quoi. Il a même âge. C'est-à-dire que si, grosso modo, ils ont fait leurs études ensemble. 1 ou 2 ans à le faire, c'est-à-dire que finalement, il aura l'âge de Tim Cook, donc je sais pas. Non, ça peut paraître... ou alors que je traîne... Olivier. Non, moi, je suis trop vieux aussi.
Oui. Je n'ai que 37 ans, donc quand Steam s'en ira dans 20 ans, j'en aurai 57. C'est trop tôt. Mais non, ce que je veux dire, je t'interpellais en disant Olivier. Je t'interpellais en disant Olivier, si je prends la place de Tim, je t'assure que je sponsorise c'est ce que je pensais, voilà. Non, c'est pas déconner, non. Voilà. Moi, je vote pour Christophe. Moi, je vote pour Christophe parce que je suis sûr qu'il nous recevra. Non, mais ça veut dire que si tu sponsorises l'émission, on est obligé de dire tout le temps du bien d'Apple. Ça, c'est un fait. Moi, je pourrais pas. Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas si on va pouvoir. Allez, zoom à présent sur la nouvelle puce. Merci, monsieur Merci Poulicagne. Monsieur Laurent Poulicagne. Laurent Poulicagne, Pantanach, pour ce magnifique et passionné busomètre. Et on attend vite que notre ami... Ça mérite au moins un petit like, et quelques abonnements. Et puis n'hésitez pas aussi, vous avez des liens d'affiliation, vous savez, dans le commentaire. On ne le dit pas assez, non seulement pour les coups de cœur, mais quand on parle de l'iMac ou des MacBook Pro chaque semaine, vous avez un lien d'affiliation. Généralement, ça vous amène sur Amazon. Et bien, quand vous cliquez, ça nous rapporte un peu de sous. C'est bien, ça permet de faire un peu des décors, d'acheter un petit mouchoir pour mettre dans la poche. Enfin, voilà, sympathique. Allez, zoom à présent sur la nouvelle puce M3 qui propulse cette nouvelle génération de l'iMac. Bunch, est-ce que le M3 tient-il ses promesses Alors, en préambule, si vous n'avez pas assisté à nos dernières émissions en compagnie de Fred Crassa, notre spécialiste des puces, rappelle des avancées de la puce M3. Qui veut s'y coller? Allez, moi, monsieur. Ah, tu veux? Allez, Christophe. Oui, très bien, Christophe. Alors, c'est quoi les principales avancées? La gravure, monsieur. Alors, vous voulez quelque chose de plus fin? Je vous le donne. C'est du 3 nano en fait en termes de gravure. Les vitesses de rendu qui sont jusqu'à 2,5 fois plus rapides que celles de la famille des puces M1. Vous savez, c'était un peu bizarre parce qu'ils comparaient la puce M3 à la puce M1 et à l'Intel, vous vous souvenez? Mais pas la puce M2. Et surtout, un truc qui me touche très personnellement, c'est que ce sont des processeurs qui ont embarqués, qui ont sur la puce directement un GPU revu et corrigé, donc un processeur graphique revu et corrigé, avec ce qu'on appelle du ray tracing calculé matériellement, donc c'est-à-dire tous les jolis reflets de lumière, sur l'eau, etc. Tout ça est calculé en fait par le processeur de façon matérielle. Et en plus de ça, le GPU est amélioré parce que les performances sont meilleures, la consommation d'énergie globale du processeur aussi. Plus de transistors, regarde. Voilà, exactement. On passe de 16 milliards de transistors à 25 milliards de transistors, comme on le voit ici, entre la puce M1 et M3. Merci à Fred pour ces slides. Et voilà, on voit que la puce grandit légèrement, mais c'est absolument rien face à l'augmentation en fait, générale du nombre de transistors. Et le tout consomme moins d'énergie grâce à en théorie, grâce à la gravure à 3 nanomètres. Des performances jusqu'à 65% plus élevées par rapport à un M1 en pleine puissance. On va essayer en l'absence de dires, ce qui n'est pas facile. Nous avons réalisé quelques tests pour vérifier les dires d'Apple. On commence par les classiques bons vieux bench dans Geekbench 6, et notamment qui permet de refléter la puissance de calcul brut de la puce en mono et multicœur. Alors je vais passer sur mon document Google parce que je l'ai vu qui baisse et que je suis incapable de voir ce qu'il y a à l'écran. C'est pas grave, je me cale, hop, on avance vite fait. Et sans surprise, bien sûr, l'iMac M3 est vaillant. Déchire tout. Alors en simple cœur, l'iMac M3, c'est intéressant parce qu'on a les fréquences qui s'affichent en faisant ça. Donc sachez que l'iMac M3, il est cadencé à 4,04 GHz. En simple cœur, il est à 3089. Et en multicœur, 11589. Et comme on n'avait pas d'iMac M1 sous la main, on l'a comparé à un Mac Mini M1. Alors, sachez que la version qu'on nous a donnée de l'iMac, il faut quand même le préciser, ce n'est pas l'iMac M3 d'entrée de gamme. C'est l'iMac plutôt haut de gamme avec 24 Go de mémoire, avec un peu plus de cœur. Enfin bon, voilà, c'est un Tera de SSD. Voilà, c'est pas... Donc forcément, la comparaison n'est pas forcément à l'avantage du Mac Mini. Mais le Mac Mini M1, ça reste la version de base. Là, il y a un écart qui est assez important. Regardez, simple cœur 2388, en multicœur 8727. Donc, en gros, 20%, 30% d'écart, mon cher Christophe. Donc, on est dans la norme. Par contre, si on le compare à l'iMac Intel, on passe de 3089 sur le M3 à seulement 1610. Il y a un énorme gap en simple cœur. 8979 sur le 27 pouces Intel en double cœur, qui était à 3,6 GHz. On est à 11589, donc il y a un vrai gain. Notez les fréquences, le M1 est à 3,19 GHz
Et le feu 27 pouces, c'était le Core i9, la toute dernière génération Intel, qui coûtait un bras et était à 3,6 GHz. Par contre, si on le compare à un Mac Mini M2, et on avait sous la main qu'un M2 Pro, un simple cœur est quand même légèrement plus rapide, moins rapide. Regardez, le M3 va plus vite que le M2 Pro, 2689. Par contre, en multicœur, il va plus vite, nettement plus vite, 14 475. Voilà. Donc ça, c'est pour la puissance brute. On voit que c'est pas évident. Évidemment, le M3 va plus vite que le M2, va plus vite qu'Intel, mais le M2 Pro, il a encore de beaux restes. Surtout qu'on trouve des promos assez intéressantes. Si on regarde maintenant toujours Geekbench, mais en version GPU, hein, ce qu'on appelle les calculs compute, l'iMac M3 culmine à 46 495 par rapport à l'iMac M1, qui est seulement à 32 778. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les jeux. Et Christophe nous en donnera un petit mot. Par contre, si vous avez un iMac Intel, eh ben, bon, c'est plutôt le modèle qu'on avait, c'était plutôt un haut de gamme, mais il est quand même plus rapide parce qu'il a une carte vidéo dédiée et que c'était à l'époque le haut de gamme en 27 pouces Intel. Donc quelqu'un qui a un 27 pouces et qui veut passer à un iMac, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux passer à un Mac Mini ou un Mac Studio. Et si vous êtes sur la Mac Mini M2 Pro, là par exemple, et effectivement c'est le plus rapide, nettement plus rapide, parce qu'il a plus de cœur évidemment, beaucoup plus de cœur GPU que l'iMac M3, 69 934. On a voulu affiner quand même un petit peu ces tests, parce que c'est des tests très théoriques. On a utilisé pour cela un test que fait beaucoup Didier, c'est des tests sous Cinebench. Et on s'est intéressé aux tests du GPU. Alors, on a juste été gêné parce que Cinebench ne se lance plus sur un iMac M1, sur un Mac Mini M1, donc c'est un peu embêtant. Donc on a quand même comparé avec l'iMac M3 avec un Intel 27 pouces et un Mac Mini M2 Pro. Voilà les résultats. L'iMac M3 arrive largement... Alors, plus on fait, alors j'essaie de ne pas dire de bêtises, plus on fait de points, mieux c'est. C'est bien ça, Christophe. Ah oui, c'est ça. Par contre, je suis très étonné du résultat de l'iMac Intel, effectivement, oui, parce que c'est une grosse carte graphique. On avait le haut de gamme carte graphique, mais c'est intéressant, on l'a fait exprès. Okay. Quelqu'un qui a une machine qui a quand même 3 ou 4 ans, mais en haut de gamme, il n'y a aucune raison de passer à l'iMac M3. Donc 3718 pour l'iMac M3, 3746 pour le 27 pouces, avec une carte haut de gamme, et enfin le M2 Pro, 2944, c'est assez étonnant. Alors, premier point, avant de voir ensemble et répondre à plein de questions que vous faites, encore une fois, moi, ce qui me chagrine un petit peu pour en faire une super console de jeu et au-delà, pour en faire une machine pour travailler, c'est les 8 gigas de mémoire. Apple a beau marteler que giga sur Mac, c'est pas comme sur PC, ça fait quand même, brièvement, Laurent, un peu tâche. Même si c'est de la mémoire partagée, unifiée, comme ils disent. Oui, bien sûr, mais maintenant on commence à être habitué, hein, parce que toutes les machines se retrouvent dans cette même configuration. Et en fait, j'avais tous les benches dans mon compteur. Je me suis embêté à perdre 10 minutes à vous les retrouver, mais c'est la vieillesse. Revenons aux questions Twitter, aux questions X. Une question, regardez, au-delà de la rapidité et de la puissance incontestable de ces puces MX, le rythme de sortie commence à aller trop vite, non. Un Mac, on le change encore moins souvent qu'un iPhone. C'est Sébastien Page. C'est vrai que ça s'est considérablement accéléré, mais, oui, mais à côté, il y a le marché qui les pousse. On passe pas d'un M1 à un M2 ou d'un M2 à un M3. C'est pas l'objectif, là. Et Qualcomm a sorti quand même des puces qui étaient redoutables. Il fallait qu'Apple réagisse. Hein. Ouais, mais moi, je pense que le souci, c'est pas ça. Je pense qu'Apple, la M2 était mal née, mal positionnée, mal née. Donc, en fait, ils ont voulu effacer la M2 avec les M3 rapidement. Et ils l'ont sorti un peu plus tard aussi, la M2. Ouais. Ce qui a raccourci le cycle entre le M2 et le M3. C'est ça. En fait, entre le M1 M2 qui avait un grand espace et qui a raccourci le. Après, je suis pas sûr qu'il faille sortir une machine comme ça tous les ans, tu vois. Ouais, c'est clair. Question, c'est le cas chez Apple, c'est tous les 2 ans et demi pour l'iMac. Question suivante sur Twitter. Pourquoi Apple ne met pas une puce M3 Pro dans son iMac? Niveau hardware, ce serait OK avec la présence d'un ventilateur, rien de l'interdit, même sans ventilateur. Hein. C'est donc une limitation d'Apple, nous dit Mano, et c'est pas faux, Christophe. On ne l'a pas souligné tout à l'heure lorsque j'ai annoncé les chiffres, tu sais, de l'Institut qui essayait d'estimer le nombre de Mac vendus. Ils annonçaient que le MacBook Pro se vendait très bien, le MacBook Air aussi, que l'iMac aussi, 10%, que le Mac Pro. Et puis, sur les écrans radars, il a disparu la Mac Mini et le Mac Studio. Ça veut dire que ça ne se vend pas? C'est vrai que ça ne soit pas...
Non, je pense que ça se vend en fait sans trop de problèmes. Le Mac Mini en particulier. Après, il faudrait revoir les chiffres de l'institut en question pour en être certain. Convaincu, ouais. Après, effectivement, par rapport à la remarque à la question sur X concernant une puce M3 Pro dans l'iMac, ben, moi je pense que c'est une superbe idée en fait. C'est ce qui permettrait sans doute en fait aussi de passer à ce fameux écran un peu plus grand, 27 pouces dont on parlait tout à l'heure. Mais Très pourquoi franchement, jouer la montre? j'insiste sur le fait que ce serait un processeur qui irait de facto en fait avec un usage un petit peu plus poussé pour faire du montage vidéo, pour faire un peu plus de jeux vidéo, etc. On le verra tout à l'heure. Donc je pense vraiment que ça a du sens le jour où il passe en écran plus grand d'avoir une puce M3 Pro dans l'iMac. Aujourd'hui, avoir cette puce dans un iMac avec cette taille d'écran, bah oui, ça peut toujours être utile. Évidemment, ça booste les performances, mais est-ce que ça correspond en fait à une demande par rapport à la cible qui est visée par Apple? Je suis pas sûr. Alors, on a également testé le Wi-Fi 6E parce que c'est une belle avancée également de ce Mac. Apple, vous savez, était en retard par rapport au monde PC à l'adoption du 6E et surtout était en retard en matière d'optimisation de performance. Les premières machines, les M2 Pro lancées en début d'année, étaient vraiment décevantes. Regardez, on a fait des tests d'abord sur ce slide avec un iMac en filaire, un iMac 27 pouces, on était à 1 gigabit. Donc on était sur une ligne Free Pro de 2,5 gigabits, on a cette chance-là. Et on sature l'iMac, on ne peut pas aller au-delà d'1 giga, 948 et 947. Donc là, c'est la test maximale en filaire. Si on passe au iMac M3, c'est plutôt une relative bonne surprise par rapport au test de M2 l'année dernière, enfin en début d'année. On a 741 mégas en octets par seconde, c'est bien des mégaoctets par seconde, j'ai fait attention cette semaine, en descendant, et 539, 73 en ascendant. Par contre, le MacBook Pro 16 M3 fait un petit peu mieux. Est-ce que c'est une question d'antenne? On était exactement positionné au même endroit. 746,47 mégaoctets par seconde en descendant, 757,61 en ascendant. Par contre, le plus rapide aujourd'hui en Wi-Fi 6E, ça reste l'iPhone, qui est aussi rapide qu'un iMac en Ethernet gigabit filaire. 948 mégaoctets par seconde en descendant, 922 en ascendant. Ça reste l'iPhone qui est le mieux optimisé, c'est une question d'iOS. Voilà. Donc c'est notre nouveau MacBook iMac. Voilà. Question sur X, avec la puce M3, la Mac peut-il devenir une console de jeu? Car sur le GPU, l'accélération matérielle des opérations de ray tracing et la présence du Media Engine pour les traitements vidéo, on peut se poser la question. Christophe, je me tourne vers toi. Tu l'as testé, pas mal de jeux sur l'iMac qu'Apple nous a gentiment envoyés. Effectivement, j'ai eu l'opportunité de tester cette machine sous toutes les coutures avec des jeux qui sont un peu plus âgés comme Asphalt. On peut par exemple passer le slide de ce jeu. Donc là, Asphalt, jeu de voiture en fait tout simplement, mais qui a déjà quelques années. On met la résolution maximum en 4,5K et on obtient 60 frames par seconde, mais qui sont bloqués de toute façon. Donc là, c'est un screencast, hein. Tu as enregistré l'écran. Ah oui, ce sont des captures en fait qui ont été faites sur la machine de Apple qui nous a été prêtée. Et donc effectivement, là on voit pas de surprise, hein, c'est un jeu qui est pas récent et effectivement il est limité à 60 frames par seconde et il les tient tout le temps. Donc effectivement, là pas vraiment de problème du côté de Asphalt. C'était intéressant à faire sur un ancien jeu de pouvoir tester le nouveau M3. Si on passe ensuite à l'autre slide, cette fois-ci on va voir que ouais, de Resident Evil de Capcom, donc c'est Resident Evil Village. Ouais. Voilà, Resident Evil Village, toujours sur M3. Là, si on est en Full HD, on voit qu'on est à 114 frames par seconde, ce qui est très correct. On peut jouer sans aucun problème, c'est absolument fluide, sans aucun problème. Par contre, si on monte à 4,5K, là, c'est autre chose. En fait, on arrive à 42 frames par seconde, ce qui reste toujours viable. On peut jouer, évidemment. Les fous furieux du jeu vidéo vont se dire non, il me faut 60 frames par seconde minimum, même plus, etc., etc. Bon, ça reste viable. On peut jouer avec, on le voit. En fait, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais effectivement, par contre, on voit que plus la résolution monte, ça paraît être un fait évident. Plus drastiquement le nombre d'images par seconde va diminuer. Donc pour réaliser ce test de nombre de frames par seconde, il a fallu, dans les jeux vidéo, vous pouvez faire vous-même l'essai, il a fallu retirer en fait la partie synchronisation des images en verticale parce que sinon ça se colle en fait sur le framerate de l'écran, donc le rafraîchissement de l'écran. Et donc si par exemple on a un écran en 120 frames par seconde, on va se retrouver avec du 60 frames par seconde au maximum. Et donc j'ai
retiré ça pour les essais. C'est la seule chose que j'ai faite. Sinon, tout le reste, en fait, est vraiment en qualité maximum sur la résolution maximale et en qualité moyenne, standard, on va dire, du jeu sur une résolution Full HD. Donc, là, sur Resident Evil, on a vu que c'était quand même une machine qui pouvait tirer son épingle du jeu avec une résolution en Full HD. Si on passe au slide suivant, on va voir apparaître devant vos yeux ébahis un slide toujours au niveau de Resident Evil Village. C'est quelque chose que j'avais souligné sur les tests des MacBook Pro M3 qu'on avait reçus. Mais on voit que c'est exactement la même, pas problématique, mais la même façon, le même comportement en fait que l'ordinateur a. C'est-à-dire qu'en fait, les corps performance vont se mettre à travailler, les corps efficacité pas. En sachant que par contre, si on est sur M3, la différence avec un ordinateur avec un processeur M3 plus avancé, c'est tout simplement en fait que sur l'ordinateur M3 plus avancé, les corps efficacité vont avoir tendance à moins travailler. Ils continuent malgré tout à travailler légèrement en fait quand on est dans un jeu vidéo, ce qu'ils font déjà quand on est dans le système d'exploitation de base. Et par contre, on voit effectivement le processeur graphique, lui qui travaille à 100% tout le temps quand on est sur le jeu vidéo. Chose importante quand même malgré tout, et c'est quelque chose qu'on avait déjà constaté sur les MacBook Pro, c'est que sur l'iMac, malgré ce fameux form factor ou facteur de forme, comme le disait Laurent, qui est très fin, malgré tout, si on laisse tourner le jeu 1 heure, 2 heures, etc., malgré tout, les performances restent les mêmes. Il n'y a pas une diminution du nombre de frames par seconde, et ça, c'est quand même drôlement avantageux. Ensuite, un autre slide, toujours sur Resident Evil. Et là, on voit que comparé au M3 Max que l'on avait précédemment testé, en Full HD, en qualité normale, quelque part, c'est assez similaire. Le M3 va sortir 114 frames par seconde de moyenne. Voilà, 114 frames par seconde de moyenne et 120 frames par seconde pour le max. Donc, c'est quelque chose qui est totalement comparable. Par contre, si on prend le slide suivant avec une résolution beaucoup plus importante, attention, magie de la régie, on va voir apparaître le slide en fait, concernant le 4,5K en qualité maximale. Là, effectivement, on le voyait tout à l'heure, on en parlait, c'est 42 frames par seconde sur le M3. Le M3 Max, il ne bronche pas en fait. Il reste à 110, 120 frames par seconde, 111 frames en moyenne. Et ça, c'est la grosse différence entre le processeur M3 que je vais appeler de base, qui n'est pas vraiment de base dans la machine qu'on a reçue, parce qu'effectivement, il a un peu plus de corps en fait, que le M3 vraiment de base. Mais malgré tout, face à un M3 Max, il y a quand même eu un comportement totalement différent. Donc ça, c'était pour Resident Evil Village, qui est quand même un jeu qui a maintenant quelques mois, mais qui est quand même un AAA récent chez Capcom. Mieux que ça, on vient d'avoir une sortie, messieurs, tenez-vous bien, une sortie simultanée PC Mac, incroyable, énorme, d'un AAA. 10 années quand on n'a pas vu ça. Voilà, c'est effectivement, et qui s'appelle Lies of P. Et c'est tout simplement un jeu qui parle de la vie de Pinocchio, donc revu et corrigé, mais peu importe. Et sur le M3, en qualité moyenne, on va avoir 98 frames par seconde en Full HD. On voit que c'est quelque chose qui est déjà pas mal. Par contre, effectivement, on augmente la résolution à 4,5K et on se retrouve avec 24 frames par seconde, ce qui est moins que dans un film au cinéma. Donc, c'est quand même pas trop terrible, en fait, dès qu'on augmente la résolution et la qualité graphique. Donc, à la question, Olivier, le verdict final, es-tu prêt? Oui, je suis prêt. L'iMac est effectivement une machine de jeu pour les gens qui veulent jouer en Full HD et pas trop une machine de jeu en fait quand on veut monter la résolution. D'un côté, sur un 24 pouces, ça se voit pas trop. Sur un 24 pouces non ventilé. Ça se voit pas trop. Sur un 32, ça se verrait peut-être un peu plus qu'on est en Full HD. Merci pour tous ces tests et d'avoir pris le temps de le tester sous toutes les coutures. On va essayer de répondre à présent à une question toute simple. Faut-il acheter un iMac ou un Mac Mini? Un Mac Mini ou un iMac ou un Mac Mini, mon cœur balance. Regardez cette réaction sur X. J'ai vraiment du mal mais ça va revenir. Un Mac Mini M2 à 629 € et un écran LG 4K 27 pouces optimisé pour un Mac à 299 € plus clavier souris pour moins de 1100 €. On est au top. Alors on ajoute un HomePod à 100 € pour le plaisir. 1200 €, j'économise 400 € par rapport à un iMac pour que ma fille regarde Giami faire péter les volcans en carton. Et c'est Richard74 alias Ricardo qui nous dit ça.
Alors, on a fait le même exercice, effectivement, quel modèle choisir. Regardez, nous sommes prêtés à une petite comparaison avec un Mac Mini un Mac d'un côté et un Mac Mini de l'autre, en partant des entrées de gamme. Alors évidemment, d'un côté, on a un iMac M3 et de l'autre, on a un Mac Mini M2. Dans les deux cas, sur l'iMac M3, on se retrouve avec une solution avec 8 Go de RAM, 250 Go de SSD et 8 cœurs de CPU. La différence, c'est que le Mac Mini a 2 cœurs GPU en plus, bien que ce soit un M2. Après, c'est la même chose en termes de Neural Engine. Le Mac Mini est un peu mieux doté en connectique, car en plus des ports Thunderbolt, il a également 2 ports USB-A et une prise HDMI, c'est toujours agréable, surtout si on veut brancher un écran externe, qui est le propre d'un Mac Mini. On retrouve bien sûr les prises casque. L'avantage du Mac Mini, c'est qu'il lui, il intègre dès l'entrée de gamme une prise Ethernet Gigabit, ce qui n'est pas le cas de l'iMac M3. C'est une option à 26 €. Et puis, par contre, le Mac Mini, l'iMac a bien sûr un écran et a bien sûr un ensemble clavier-souris pour 1 599 €. En face, vous avez 699 €, donc l'écart est de 900 €. Si on rajoute un Studio Display d'Apple, le modèle d'Apple, plus la clavier, plus la souris, on arrive à un total de 2 666 €. Mais c'est un 27 pouces, ça fait un écart de 1 067 € avec un iMac. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux acheter un iMac plutôt qu'un Mac Mini. Par contre, si vous achetez un écran proche du clavier d'Apple, mais par exemple qui utilise la même dalle, comme un clavier LG 27 pouces. Tu parlais d'écran, parce que si tu parles de clavier avec... Tu dis clavier ? 2 fois. Je fatigue. Alors, par contre, si vous choisissez un écran, non pas d'Apple, mais un écran LG, qui est la dalle d'Apple. Qui est le mien, en fait. Qui est la dalle qui est utilisée par Apple, mais un écran 27 pouces, plus une souris, un clavier Apple, sans Touch ID, on arrive à seulement, entre guillemets, 1 416 €. Donc, et puis là encore, rien ne nous oblige rien nous oblige d'acheter un écran de chez LG. Vous pouvez le trouver bien moins cher sur Amazon et avec le Black Friday, on le trouve jusqu'à 2-3 fois moins cher aujourd'hui. Donc en clair, si je retrouve mes pénates, le Mac Mini revient beaucoup moins cher avec un écran LG 27 pouces et on comprend dès lors pourquoi Apple n'a pas sorti un iMac 27 pouces, ce qui serait encore plus cher du coup. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus intéressant d'acheter un iMac M2 avec un écran 27, sauf, Christophe, si vous faites du jeu. Effectivement. Là, c'est plus du tout la même chose parce qu'on a droit à un processeur totalement différent. Et puis ce format tout en un qui est quand même pas mal non plus, moi je trouve. Mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup le tout en un. Allez, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On enchaîne avec la question de la semaine. La question de la semaine dernière, pensez-vous qu'Apple va parvenir à convaincre les joueurs à s'imposer sur le marché des jeux vidéo avec sa puce M3 ? Est-ce qu'on a eu le temps de trouver une petite réponse ou pas du tout ? Allez, je vais la chercher. Je vais la chercher. Alors, déjà, je vous pose la question pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine. La question de la semaine, donc il faut y répondre uniquement sur les commentaires sur YouTube. Et la question de cette semaine, c'est celle-ci, je vais la lire. Envisagez-vous encore à investir dans un ordinateur de bureau et préférez-vous généraliser l'usage d'un ordinateur portable ? C'est oui. Pourquoi ? Ça, c'est une vraie question. C'est vrai que moi, je n'utilise plus d'iMac comme autrefois. J'avais un iMac au bureau et mon portable pour écrire mes articles ou mes émissions en mobilité. J'ai plus qu'un seul ordinateur et branché sur un écran externe. Et voilà. Pour t'aider, promis, à partir de la semaine prochaine, on mettra, tu sais, la question on posera la question dans les commentaires, comme ça les gens pourront y répondre directement. Tu n'iras pas à chercher parmi tous les commentaires. Ils ont été nombreux la semaine dernière. La semaine dernière, on a posé beaucoup de questions. On a posé la question sur notre sponsor. Et donc c'est vrai que il y a énormément de réponses. Et on vous donnera les gagnants la semaine prochaine. Alors, pensez-vous qu'Apple va venir à convaincre les joueurs de s'imposer sur le marché des jeux vidéo avec sa puce M3 ? Christophe, allez, donne-nous ton avis. Oui, moi je pense que ça marque un tournant dans le gaming chez Apple ou avec Apple. Aujourd'hui, les puces M3 sont tout à fait capables en fait de faire tourner des AAA. C'était pas possible avant. Donc, avec le M1, on a déjà vu apparaître des AAA. Le M2, c'était pas mal. Et le M3, là, Apple intègre le ray tracing. Le ray tracing, c'est vraiment fait pour la 3D. J'imagine quand le M3 va arriver ce qui n'est pas demain, quand le ray tracing va arriver dans Apple TV, ça sera vraiment sympa.
Oui, ce sera très sympa. Maintenant, si on prend un Mac Mini, en fait, finalement, les nouveaux Mac Mini sont quand même pas si éloignés en termes de prix qu'une PlayStation. Moi, j'ai quand même l'idée, en fait, tu le sais, Olivier, en fait, qu'on réalise une petite émission dédiée au gaming, et ça vaudrait la peine de voir, tiens, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'une PlayStation? Bon, on fera ça en début d'année prochaine, hein, juste après les 40 ans du Mac déjà. Soyez au rendez-vous, on vous prépare de belles surprises. Allez, on enchaîne, Non, c'est pas grave. attends, mais Oui. j'ai une bonne. Je l'avais Ouais. la réponse en fait. Je l'avais notée et elle est intéressante. En fait, on a c'est Predator OM et il a raison. Il dit mort de rire. L'ordi sous M3 Max à 6 000 € pour 120 frames par seconde dans Resident Evil. Et vous dites que c'est bien pour faire tourner des jeux vidéo. En fait, à ce prix-là, tu vois, c'est pas. Non, c'est pas ça. On parlait d'un iMac M3. Ouais, mais tu vois le truc, aujourd'hui, il y a quand même. Si tu es un gamer, finalement, pour le prix que tu vas mettre dans un iMac, il y a un PC de gaming qui est un truc de folie, quoi. Oui, puis au-delà, je pense qu'il faut surtout convaincre les éditeurs. Qui est le problème de fond, hein, on le répète. En mettant la main à la poche, voire Mais ça progresse, les gars. en rachetant un éditeur de jeux vidéo. Allez, on conclut cette émission par les coups de cœur, bien sûr. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine. Alors, c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos iPhones, peut-être sur Android, oui, je crois aussi, qui s'appelle Caption. Alors, Caption, c'est une application magnifique. Vous prenez une vidéo, par exemple, d'Olivier, en train de parler, de présenter On refait le Mac. Magnifique vidéo. Voilà, vous la mettez, vous l'uploadez, vous dites en quelle langue vous voulez entendre Olivier, en chinois, en japonais, en anglais. En Corse. En corse, peut-être, je ne sais pas si. Déception. À vérifier. Et quelques minutes plus tard, vous entendez la voix d'Olivier parlant la langue désirée, avec en plus donc des sous-titres. Et la synchronisation de la bouche. Des lèvres, c'est étonnant. C'est exceptionnel. Et beaucoup de gens qui travaillent dans le doublage devront peut-être. Combien ça coûte? Oh bah, il y a une version gratuite, ça c'est sûr. Ça, j'en doute pas. Mais elle a 20 €. Ah ouais, d'accord. Bah, écoute, Je te dis franchement, essaye. Est-ce que vous avez fait le Mac en anglais, espagnol ou depuis le temps on le dit. Et donc voilà, peut-être que la semaine prochaine, vous verrez, vous entendrez Olivier parler. Comment on dit en anglais, on refait le Mac? On refait le Mac. We make the Mac again, ça veut rien dire. C'est pas gagné. Tim, si tu nous regardes, hey Tim, how are you? Laurent, c'est une bonne idée, non? C'est une bonne idée. Laurent, ton coup de cœur. Écoute, j'ai fait mon Stéphane Zibi cette semaine. Non. Et donc j'ai choisi une série sur Netflix. La série s'appelle Le Tailleur. Le nom originel, c'est une série turque qui s'appelle Terzi. C'est une série qui est sortie officiellement au mois de mai. Je regarde quasiment aucune série sur Netflix, j'ai pas le temps. Et en fait, c'est ma femme qui est tombée. C'est pas comme Stéphane, c'est ça que tu dis. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Non, mais, et donc, c'est ma femme qui est tombée sur cette série. Et en fait, j'ai commencé à regarder un épisode, mais du coin de l'œil, le soir en me couchant, puis 2, puis 3. Et j'ai été surpris par deux choses. D'abord, j'ai trouvé que c'était super bien joué dans une langue dont je maîtrise aucun mot. Et je trouve que c'est la force de Netflix, quelle que soit finalement la langue dans laquelle ils produisent une série, ils arrivent à faire des trucs de qualité. Donc ça se passe à Istanbul, c'est compliqué, c'est deux amis qui vont aller jusqu'à se déchirer pour l'amour d'une femme, c'est pas mal. Et il y a une histoire d'héritage. Ça existe des histoires comme ça? Ouais. On est au-dessus de ça. Quoi, deux amis qui se déchirent pour l'amour d'une femme, est-ce que ça existe? Tu poses la question. Bon, bref. Voilà. Donc très bien, allez voir, c'est sur Netflix. 3 séries, 7 épisodes le premier, 8 après, et ça se regarde. Et ça se consomme avec plaisir. Et l'actrice, il y a une actrice qui est très jolie, je sais que vous êtes, vous là, tous les deux. Non, absolument pas. Et une jolie Christophe, méditerranéenne. Ton petit coup de cœur. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de Flipper, et en particulier, entre autres, du Flipper qui se trouve derrière moi, de Stranger Things, qui est dédicacé par... il est dédicacé par Noah Schnapp, il est dédicacé par Millie Bobby Brown, par plein d'acteurs de Stranger Things. Et si vous voulez connaître l'histoire de ce Flipper, il faut absolument aller voir le dernier épisode Stranger Things de la série Projet Arcade de mon pote Olivier Wawa, dans lequel je suis, sur Back in Toys TV sur YouTube. Très franchement, il faut aller voir. On a fait un truc de malade. On a failli se faire virer par des gardes, etc. Mais il faut vraiment aller voir. Tu as amené le flipper avec toi? C'est une aventure de fou. Tu as amené le flipper avec toi? Non. Il faut aller voir. On était à 2 à avoir des morceaux de flipper et des flippers. Et c'est d'ailleurs grâce au studio Electric Dreams que l'on a pu alimenter en électricité le flipper qu'on a amené dans une convention.
Et vous allez voir, en fait, c'est une aventure de fou. Il faut vraiment oser le faire parce Quand que tu as tiré une on était rallonge vraiment à deux de la doigts. Boétie jusqu'à la porte On de était à... Versailles. On était à 2 doigts de se faire jeter de la convention par les agents de sécurité, etc., etc. Il faut vraiment aller voir la vidéo, elle en vaut la peine. Christophe de Grave est un rebelle. De mon côté, regardez, c'est bien plus terre à terre, mais c'est indispensable. Et on va beaucoup vous en parler très prochainement dans cette émission, qu'on vous prépare avec Christophe notamment, mais aussi Laurent et Stéphane et Didier, une émission spéciale sur 2 émissions spéciales, pas une, mais 2 consacrées à la maison connectée. Et pour avoir une maison connectée et pour pouvoir profiter du Wi-Fi 6E sur votre MacBook Pro ou sur votre iMac, il vous faut évidemment un routeur 6E et est arrivé le Orbi 6E 960 Series de nos amis de chez Netgear. Alors c'est un système mesh, vous savez que vous pouvez le grandir au fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé d'acheter 3 ou 4, mais rien qu'un, c'est avec ça qu'on a fait de tests à des potes, comme vous avez pu vu nos tests aujourd'hui. Le gros avantage, Olivier, je t'interromps, mais en fait, c'est qu'ils fonctionnent ensemble parce qu'ils sont de mèche. Oh. Oui, effectivement. Et donc, et c'est l'un des. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, non, mais c'est vrai. Je dis respect. Mais Là, comment j'étais surpris. Et beaucoup nous demandent Wi-Fi, mais pourquoi faire? Oui, oui. Oui, et sachez que voilà, il affiche des débits jusqu'à 10,8 gigabits, donc autant, enfin du moins sur le papier, aussi rapide que du filaire, jusqu'à 10,8 gigabits et une couverture allant jusqu'à aussi rapide, Ah. jusqu'à 260 mètres carrés. Voilà, vous savez que la particularité, c'est que ça ouvre une bande de 6 GHz qui est dédiée, donc des vitesses supérieures. Donc n'hésitez pas, c'est la chose la plus importante aujourd'hui si vous voulez vraiment doper la vitesse de votre Mac, changer votre Wi-Fi, déjà, ça va changer la vie. Il ne faut pas hésiter à investir dans de bonnes bornes Wi-Fi. On en parlera longuement avec Christophe, puisqu'on va aller dans une belle maison témoin, vous verrez, dans quelques jours, dans quelques semaines. Et ça va vraiment changer la vie. Jusqu'à 200 appareils qui peuvent se connecter à la même borne. Ah, c'est bien. Mais oui, Christophe, il a 137 objets connectés, donc il lui faut au moins ça. C'est vrai? Soyez au rendez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce 495e, je ne vais pas dire épisode de Refait le Mac. Merci infiniment les amis de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine ou peut-être dans 15 jours. On va voir pour un nouvel épisode, car on prépare vraiment de belles émissions pour la maison connectée et pour les émissions de Noël qui vont être aussi très sympas. Vous verrez. N'oubliez pas de vous abonner. On veut passer la barre des 40 000. On compte sur vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Merci Laurent, merci Stéphane, merci Christophe. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut!